Namasté François, François Gauthier. Et Quelle joie de se voir même virtuellement, quoique d'habitude tu habites en France et moi, pardon, d'habitude toi tu habites en Inde et moi en France, mais tous les deux, là aujourd'hui on se trouve en France, mais quand même on se parle par la visioconférence. François Gauthier, un écrivain, journaliste, euh, quelqu'un qui aime à tel degré l'Inde que même en Inde, les gens lui disent que c'est un extrémiste hindou ou complètement Rashtravadi, veut dire que vraiment l'Inde véritable, ancienne, antique, védique, qui lui plaît. Et puis, bien sûr, tu as un grand, magnifique musée sur Shivaji, mais c'est surtout sur l'Inde et son histoire. Tu es aussi un des meilleurs historiens de l'Inde que j'ai jamais vu, avec l'histoire de l'Inde qui est véritable l'histoire, ce que j'appellerais itihasa, c'est-à-dire c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça a été la vraie réalité, et pas seulement une réalité politique qui a été teintée, colorée, ce que moi j'appellerais la colonisation et puis aussi les, les attitudes occidentales par rapport à toutes les civilisations, toutes les cultures. Quoique on pourrait dire plein de choses par rapport à toi, l'expérience de Sri Aurobindo et la mer, l'expérience d'Auroville, l'expérience de l'Occident et des fois sa vision myopique euh, par rapport à ce qui se passe dans le monde et en même temps euh, les réalités dures de la vie, que ce soit en Occident ou que ce soit en Orient ou en Inde. Tu as une expérience directe. Voilà, bonjour à toutes et à tous. On a de la chance d'avoir François Gauthier avec nous et j'espère qu'il va nous éclairer sur ces questions-là. Alors voilà, François, tu pourrais ajouter quelques petites choses sur toi-même d'abord. je suis arrivé en Inde très jeune et j'ai très vite compris qu'il existait dans ce pays une très ancienne connaissance euh, qui est perdue dans le monde aujourd'hui, qui existait dans le monde, je crois en Égypte, en Grèce, dans le peuple celte en France. Qui suis-je? Que se passe-t-il quand je meurs? C'est quoi la conscience? Qu'est-ce que c'est le karma? Qu'est-ce que c'est le dharma? Et donc, j'ai eu cette intuition que dans ce pays extraordinaire, mais qui en apparence est pauvre, il existe une très, très, très ancienne connaissance. Et j'ai eu la chance ensuite de rencontrer la mère, la compagne de Sri Aurobindo, plusieurs fois, pas autant que toi, mais plusieurs fois. Et ça a été le grand tournant de ma vie. J'ai commencé à aller chez Aurobindo. Et ensuite, je suis devenu journaliste. J'ai commencé à parcourir l'Inde, à découvrir l'Inde, parce que l'Inde est un pays quand même complexe, vaste, difficile pour un occidental. J'ai eu cette chance de parcourir l'Inde dans tous les sens. J'ai travaillé pour le Figaro, et puis j'ai commencé à écrire des livres pour essayer de faire partager aux Français cette ancienne connaissance, d'aller au-delà des clichés et des images qui s'attachent encore aujourd'hui à l'Inde. On a vu avec cette histoire du Covid comment les médias français se délectaient de montrer des corps qui brûlaient sur le Gange. Toujours cette histoire de l'Inde qui tend la main, cette Inde pauvre, cette Inde des bidonvilles, qui pour moi n'est pas l'Inde vraie. Parce que d'abord, l'Inde est extrêmement riche. Il y a beaucoup de gens beaucoup plus riches qu'en France, en Inde. Il y a énormément d'argent noir, bien sûr, mais c'est un pays riche intérieurement, spirituellement et même économiquement. Et donc, j'essaye de faire changer le regard des Français sur l'Inde. Ce n'est pas très facile, en fait, comme toi, tu le sais. Le yoga étant quand même l'approche la plus facile, puisque le hatha yoga, les Français ont quand même, là encore, se méprennent sur ce qu'est le yoga. Le hatha yoga n'est qu'une petite partie du yoga. Dans dans la vision de Sri Aurobindo, toute la vie est yoga. Tout ce qu'on fait à partir du moment où on est jusqu'au moment où on meurt, on fait du yoga sans le savoir.
Alors, il faudrait expliquer aux Français qu'il y a toutes sortes de yoga. Il n'y a pas seulement le yoga du corps, mais le yoga de la respiration, le pranayama, le yoga de la connaissance, le yoga de la dévotion, toutes sortes de yoga. C'est extrêmement complexe, le yoga. Mais il y a une vulgarisation du yoga en Occident et en France en particulier, en pensant que le yoga, c'est uniquement des postures. Alors, ce qui me attriste un petit peu, c'est que on a coupé, et je crois que les gourous qui ont amené le yoga en Occident sont très responsables de ça, on a coupé le yoga de sa source, parce qu'en fait, que ce soit le hatha yoga ou le pranayama ou la méditation est quand même quelque chose qui vient de l'Inde, qui a été cultivé en Inde scientifiquement euh, et qui est parvenu jusqu'à nous. Donc tout ça, ça a été coupé de ses racines. Et je me rappelle que le magazine American Time avait fait un numéro entier sur le yoga. Le mot Inde ou le mot hindou n'a pas été prononcé une seule fois dans tout le magazine. Alors, moi, j'aimerais qu'on rende à Rome ce qui appartient à Rome. Alors, le yoga, ça vient de l'Inde, ça vient d'un peuple qu'on appelle les hindous, et qui en fait est un peuple, c'est même pas une religion, c'est une spiritualité qui accepte que Dieu se manifeste en tant que Jésus-Christ, en tant que Mohamed, en tant que le Bouddha, en tant que Krishna. Donc, c'est une spiritualité universelle. Je crois que la Bhagavad Gita, qui est beaucoup de Français ne la connaissent pas, mais qui est un grand écrit, la fondation même de ce yoga, pourrait être appelée aujourd'hui la Bible de l'humanité future, parce que dans cette Bhagavad Gita, tous les yogas sont expliqués, tous les mystères du monde sont expliqués, tout pourquoi on vit, comment on vit, pourquoi on meurt, pourquoi on renaît, tout ça c'est expliqué d'une manière si extraordinaire par Krishna à son disciple Arjuna. Alors, oui, parlons du yoga aujourd'hui, mais parlons du yoga dans la vision de Sri Aurobindo, qui est un yoga intégral, qui est un yoga qui englobe toute la vie. Je crois que le yoga du travail, qui est le yoga que nous pratiquons tous aujourd'hui sans le savoir, euh, un yoga de la perfection, nous cherchons tous à améliorer la manière dont nous travaillons, la manière dont nous fonctionnons. C'est un yoga aussi. Il faut expliquer aux Français que lorsqu'ils travaillent et lorsqu'ils cherchent le progrès dans leur travail, ils font un yoga sans le savoir. Donc, yoga très important en ce moment de Covid où quand même nous souffrons tous d'une manière ou d'une autre, économiquement, physiquement, le yoga prend sa place absolument concrète, non seulement le hatha yoga, mais le yoga de rester calme, parce que ce virus est non seulement un virus physique, médical, mais aussi un virus de paranoïa, de peur. On voit que tous les gouvernements du monde sont emparés par la peur, euh, une peur complètement qui frise la paranoïa, une peur conservatrice qui les force à prendre des décisions radicales qui ne sont pas forcément bonnes. Alors, le yoga, c'est de rester calme, c'est de se concentrer sur la respiration, c'est de se calmer, d'apprendre à méditer un petit peu, de cultiver son corps et son esprit. Le yoga trouve sa place. Je pense que le Covid, Sri Aurobindo a parlé de l'heure de Dieu, et je pense que nous sommes en ce moment dans une de ces heures de Dieu. Voilà. La question que je me posais, au niveau pratique, par exemple, à Auroville où tu vis, il y a une ville d'aurore, une ville de futur, une ville qui a envie de mettre la pensée de Sri Aurobindo et la mettre. Personnellement, euh, quand j'ai vécu à Pondichéry et avant 1968, c'était une sorte de plateau rouge avec des sables rouges et pas un seul arbre ni un petit arbuste. Et on allait se promener, mais c'était une certaine sorte de zone aride, complètement sec, avec à peine quelques petits arbustes de noix de cajou. Mais et aujourd'hui, ce qu'on voit d'abord, il y a une certaine sorte de transformation écologique que je n'ai jamais vue, jamais connue avec tous mes voyages dans le monde tout entier, ainsi que, alors au niveau écologique, je vois quelque chose d'exceptionnel. Quand moi j'ai quitté Pondichéry en 68,
Alors, je ne connais pas. Et en même temps, en visitant, je rencontre des amis, et la famille et beaucoup d'entre vous que je vois que vous êtes toutes et tous en train de mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de choses de vous-même, même presque vous avez consacré toute votre vie là-dedans. Alors, comment ce yoga de Sri Aurobindo dans la pratique que vous avez pu mettre et quels sont les obstacles que vous avez rencontrés ou quelles sont les autoroutes que vous avez créées par lesquelles les autres vont, comment dirais-je, passer aisément, parce que quand même, c'est un chemin extraordinaire que vous avez construit dans le domaine du yoga. Absolument, donc tu as raison. Moi-même, quand je suis arrivé en 69, un an après ton départ de l'Inde, à Roville, il n'y avait rien, c'était un plateau de terre rouge, uniquement des palmiers, quelques oiseaux. Et aujourd'hui, qui ne valait rien, ça valait quelques euros l'hectare. Et aujourd'hui, c'est probablement en Inde, en tous les cas dans le sud de l'Inde, un des endroits les plus prisés où les gens viennent pour se recueillir ou pour s'amuser. Et une forêt extraordinaire de cette désert rouge. Aujourd'hui, Auroville est une des forêts en Inde les plus denses, et non seulement les plus denses, mais il y a des gens, un Australien par exemple qui s'appelle Joss, qui a recréé de ses mains, parce qu'au début, à Auroville, euh, les Occidentaux qui étaient arrivés et les Indiens travaillaient de leurs mains pour planter les arbres. De ses mains, il a recréé une forêt médicinale, d'arbres médicinaux anciens qu'on utilisait en Inde pour se guérir, pour faire des médicaments. Il a recréé de toutes pièces, c'est la seule en Inde qui existe, une forêt médicinale. Alors, le yoga de l'action, Sri Aurobindo a toujours dit que non, il ne faut pas se retirer dans les Himalayas où on peut là, dans le silence, dans la retraite, trouver intérieurement le silence, la réalisation et éventuellement des états supérieurs. Il faut, dans le monde, faire ce yoga pour transformer le monde, se transformer soi-même, et éventuellement transformer son corps. Et donc, Auroville, ça a été le yoga de l'action. Comme tu l'as bien dit, lorsqu'on est arrivé, il n'y avait rien. Donc, il a fallu, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, les chèvres mangeaient tout ce qu'on plantait, donc il fallait planter des arbres, aller chercher le compost à Pondichéry, amener l'eau, protéger les arbres des chèvres et des vaches, parce que l'Inde a le plus grand cheptel au monde et c'est un cheptel très affamé. Et en 20 ans, en 30 ans, en 40 ans, c'est devenu une forêt, un endroit extrêmement fertile et très, très beau. Donc, yoga de l'action, le problème d'Auroville, c'est que c'est une communauté spirituelle, bien sûr, basée sur l'enseignement de Sri Aurobindo. Mère était là, en tous les cas, les premières années d'Auroville, donc elle a veillé au début de 68 à son départ, fin 73, à canaliser un peu ses énergies. On était tous jeunes, enthousiastes, on avait une foi tout à fait extraordinaire. Et lorsque je regarde les photos de ces jeunes des débuts, c'était vraiment des êtres d'une lumière extraordinaire qui ne se connaissaient pas, qui ne savaient pas qu'ils étaient des instruments de cette entreprise qu'est Auroville. Alors, les obstacles, c'est qu'il n'y a pas de gourou, et c'est que donc c'est une communauté spirituelle qui doit se régir elle-même. Il n'y a pas de chef au début, il n'y a pas de police. Hein. Ici, en France, on voit que il y a un judiciaire qui fait des lois et il y a une police pour faire que ces lois soient respectées. Mais à Auroville, il y a des lois, bien sûr, il y a certaines lois, mais il n'y a pas de police pour les faire respecter. Donc, c'est une entreprise, c'est un projet tout à fait, les gens l'appellent utopique. Je crois que Libération a fait dernièrement un article en parlant d'utopie, mais en même temps, Auroville existe depuis plus de 50 ans et continue à exister. Il y a toutes sortes d'expérimentations par rapport au pouvoir, par rapport à l'argent, par rapport aux finances, par rapport à tout, l'écologie. Donc il y a des groupes qui se forment et ces groupes régissent certains aspects d'Auroville. Et malgré une certaine anarchie, ça marche plutôt bien. Et je peux dire qu'aujourd'hui, Auroville, en dehors de ce miracle vert qui sont les forêts et l'environnement et l'écologie d'Auroville, Auroville a survécu et plutôt bien survécu et essaye
de suivre cette entreprise de Sri Aurobindo qui est de transformer l'humanité. Alors, bien sûr, se transformer soi-même, comme on le sait, chacun d'entre nous, ce n'est pas chose facile. Il y a Absolument. l'ego, il y a les conflits humains, il y a l'âge qui vient, mais je crois que le génie d'Auroville, c'est dans la tentative. Hein. Tant qu'on veut faire quelque chose, qu'on a l'aspiration de faire quelque chose, qu'on met en motion cette aspiration, je crois qu'on est sur la bonne voie. Et Auroville continue à vouloir euh, aller vers cette vision de Chauvinot d'une humanité future qui soit spiritualisée, qui soit transformée. Et même si ça prend beaucoup plus de temps qu'on le pensait au début, nous sommes en bonne voie. Je crois, non, l'histoire du temps, c'est très relatif. Pendant 70 ans de l'Inde, tous les deux, on est plus ou moins d'accord, on a fait un chemin euh, plutôt pas tout à fait correct, même y compris Gandhi qui ne voulait pas une sorte d'industrialisation monstre qu'on a fait, ni le respect de l'homme. Et même déjà en 1942, quand l'Inde a refusé une certaine sorte d'indépendance qui était une erreur monumentale et ne pas participer avec tout cœur avec les Alliés pour la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même très frappant. Mais quand même, le cœur, pour moi, revenir à Auroville, moi j'ai interprété avec cette expérience écologique, avec la couleur verte, c'est le chakra du cœur qu'on a ouvert. Et en même temps, tous les Aurovilliens, dès le premier jour, dans cette chaleur, dans cette température, se mettaient vraiment en karma yoga par excellence. C'est-à-dire vraiment du travail, du travail, du travail. Ce n'est pas des 35 heures, non, il n'y a pas de critique vis-à-vis de la France, mais c'est juste pour te dire que c'est vraiment donner beaucoup d'heures de travail et en même temps tout un travail intellectuel, de réflexion et cogiter et méditer. Et pour moi, j'ajouterais aussi que, un peu comme disait Tagore, qu'un être humain est en vivant vibration de l'art, de poésie, de tout cela. Et c'est ce que personnellement, je vois grandir, fleurir en Auroville. Personnellement, je suis très séduit de cette expérience, mais en même temps, l'humain, il y a encore l'humain, un animal qui va prendre un petit peu de temps. Alors j'aimerais bien, comment dirais-je, qu'on discute encore une fois quand tu viendras en Normandie. Euh, comme ça, on fait une grande séance avec toi pour discuter de toutes ces questions-là. Mais j'ai juste ajouté, j'ai juste envie d'avoir quelques phrases par rapport à ton expérience du musée de, comment dirais-je, Pune. Alors, comme je le dis, je défends l'Inde, j'aime beaucoup l'Inde, et l'histoire de l'Inde a été écrite en grande partie par les Britanniques, puisque les Britanniques, avec les Français, les Hollandais, les Portugais, ont colonisé l'Inde à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc, c'est eux qui s'occupaient de l'éducation en Inde. Et donc, ils ont écrit une histoire de l'Inde qui correspondait un peu à leur vision coloniale, supérieure, d'un monde occidental supérieur qui apportait en Inde la civilisation, la démocratie, les trains, etc., etc. Et j'ai trouvé que l'histoire de l'Inde n'est pas écrite comme elle s'est passée. Si par exemple on prend l'invasion d'Alexandre le Grand en Inde, bien sûr, Alexandre le Grand était un grand, un génie de la guerre, un génie de stratégie, mais en fait, les livres d'histoire décrivent sa conquête de l'Inde comme sans problème, alors que si on se penche un petit peu, il y a quand même il y a beaucoup de documents grecs en particulier, tout ça. Alexandre le Grand a rencontré beaucoup de résistance en Inde, farouche, à partir du moment où il a pénétré les plaines du Punjab. Lui-même, il a été blessé, il est mort de cette blessure en retournant vers la Grèce.
Et aussi, il admirait beaucoup l'Inde. Il a discuté avec des philosophes, avec des yogis, avec des sadhus, parce qu'il avait trouvé, comme moi aussi, qu'il existait en Inde une sagesse absolument extraordinaire. Alors, j'ai voulu réécrire l'histoire de l'Inde. J'ai commencé par écrire des livres en anglais, puis en français. Mon dernier livre s'appelle Une nouvelle histoire de l'Inde, qui est sorti il y a 3 ans. Tu étais là pour sa sortie. Mais j'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai fait un petit musée, puisque j'avais commencé à faire des expositions lorsque je couvrais pour le Figaro le Cachemire, la vallée du Cachemire. Et il y a eu, comme tu sais, un nettoyage ethnique au Cachemire des hindous qui ont été chassés par l'islamisme un peu dur venu d'Afghanistan et du Pakistan, de leur terre ancestrale au Cachemire, qui sont devenus des réfugiés en Inde. J'ai fait une première exposition, puis une deuxième, et à un moment, j'avais beaucoup d'expositions. Et on m'a donné, près de Pune, près de l'aéroport de Pune, un lopin de terre. Et là, j'ai commencé à mettre mes expositions, à faire un petit musée pour que l'histoire de l'Inde soit réécrite, mais tu vois, d'une manière un peu plus, qui dure un peu plus longtemps qu'un livre, parce qu'un livre, ça a une durée limitée. Maintenant, il y a tellement de livres dans le monde que 2, 3 ans, et puis votre livre disparaît, alors qu'un musée, même si ce n'est pas un musée extraordinaire comme le Louvre, c'est quelque chose tu vois, qui va perdurer dans le temps et qui va me permettre de pouvoir exprimer des choses qui sont là après ma mort. Voilà pourquoi j'ai fait ce musée. Bravo. Mais en même temps, tu es très discret. J'ai envie de dire que, comme on dit en anglais, behind every successful man, there is a woman. Tu ne parles pas de nous. Alors, ouais, je suis marié avec une Haïtienne depuis 31 ans. Elle s'appelle Namrita. Et c'est vrai qu'elle m'a apporté énormément de stabilité et m'a encouragé dans mes entreprises, puisque je fais beaucoup de choses. J'écris des livres, je fais ce musée, je suis encore un peu journaliste. Et donc, elle est toujours là derrière moi avec son soutien. Et tu sais, le phénomène de la Shakti, qu'on appelle la Shakti, Sri Aurobindo a dit lui-même, hein, sans elle, je ne manifeste pas. Hein, sans elle, je ne me manifeste pas. Donc, pour moi, c'est un peu pareil. Mon amour, l'Inde m'a beaucoup donné. L'Inde m'a beaucoup donné. Du moment où je suis arrivé en Inde, en voiture de Paris à Delhi, et à partir de cette première nuit que j'ai passée à Delhi, après 4 semaines d'un voyage assez périlleux à travers différents pays, l'Inde m'a beaucoup donné, et en particulier rencontrer la mer et puis marié avec une Indienne depuis 31 ans, mais aussi beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens extraordinaires en Inde, du Dalai Lama aux gens les plus simples. Quand j'ai commencé mon premier reportage, c'était au Kerala, sur un art martial qui s'appelle le Kalaripayat. J'ai fait ça pour l'équipe en 1982. Je ne sais pas si tu t'imagines, pour l'équipe magazine. Et j'ai rencontré, je sortais d'Auroville après 8 ans, donc Auroville, endroit extraordinaire, mais un peu une enclave occidentale. Hein. Pondichéry lui-même est un peu une enclave occidentale, tout en bas de l'Inde. Alors, quand j'ai commencé à aller en Inde en tant que journaliste, j'ai été touché par la gentillesse des gens. Et là, au Kerala, dans ce reportage sur Kalaripayat, j'ai rencontré des maîtres de Kalaripayat, de villages, des gens tout à fait extraordinaires qui ont touché mon cœur. Et j'ai vu que nous, en France, on pense qu'il faut être bon, il faut faire la charité, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Mais ces gens-là, j'ai eu l'intuition que c'était dans leur gène un peu. Ils avaient une gentillesse, une tolérance, une connaissance qui n'était pas là, mais qui était plutôt là. Et ça, je n'ai jamais oublié cette première expérience, même quand je suis devenu journaliste politique assez vite. C'est que le génie de l'Inde est beaucoup dans ses campagnes, dans ses gens simples, et non pas dans des grandes villes comme Delhi ou Bombay même. On la retrouve aussi, mais pas autant que dans les campagnes. Et je n'ai jamais oublié cette leçon-là. Voilà. Voilà. Et le dernier mot, on va conclure avec ça. La journée internationale du yoga, c'est grâce à Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, et l'ONU que nous sommes en train de célébrer. Toi-même, tu as connu plus ou moins directement Narendra Modi, même avant qu'il soit le Premier ministre et même après. Et comme le monde actuel a besoin d'un certain guide
Et moi, personnellement, je trouve que la vision de l'Inde avec le yoga qui pourrait nous amener plutôt vers la paix que on est en train de vivre la guerre, y compris la guerre économique ou la guerre dans d'autres domaines. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense d'abord que tous les grands leaders spirituels, comme Sri Aurobindo ou Swami Vivekananda, ont toujours dit que l'Inde deviendra le guide spirituel du monde. Et je crois que ça se passe déjà, que le yoga qui est venu d'Inde a envahi le monde et a pris d'assaut le monde. Et maintenant, on sait qu'en Amérique, 7 personnes sur 10 pratiquent le Hatha Yoga, bien sûr. Euh, L'Ayurveda commence à prendre pied en Occident. Toi-même, tu écris avant tout le monde, avant moi, des livres sur l'Ayurveda. En France, on commence à savoir ce que c'est l'Ayurveda. Le pranayama, qui est une science tout à fait extraordinaire également, est en train de prendre prise en Occident. La méditation, bien sûr, dont les effets médicaux ont été prouvés depuis très longtemps, est là également. Alors, moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est que Narendra Modi est un type tout à fait extraordinaire, que toi tu connais, moi je connais aussi assez bien, qui a justement cette vision spirituelle de l'Inde, qui pense que le yoga est important. Le premier des premiers ministres de l'Inde, Nehru, qui avait ses qualités aussi, avait tourné le dos, non seulement pour lui, mais pour tout son pays, au yoga. Il pensait que le yoga, c'était une perte de temps et que le plus important, c'était de construire des grands barrages. Il disait les barrages sont les nouveaux dieux de l'Inde. Aujourd'hui, on tourne un peu le dos aux grands barrages parce qu'on sait que écologiquement, ça peut faire beaucoup de mal. Alors, Narendra a remis, non seulement en Inde, mais pour le monde, le yoga à la mode, que le yoga, c'est la vie. Comme Sri Aurobindo l'a dit, toute la vie est un yoga. Ce qui m'attriste, c'est que l'image de Narendra Modi en France n'est pas ce qu'elle devait être. Il y a une haine contre lui qui est propagée par certains journaux comme Le Monde ou même par France 2, qui ont fait de Narendra Modi son parti des Hitler, ce qui est absolument faux. Narendra Modi est un type d'une basse caste qui vendait du thé dans sa jeunesse pour payer ses études, qui n'a jamais fait preuve de violence, qui est un type extrêmement doux, calme, qui pratique lui-même le yoga, la méditation. Et donc, ça m'attriste de voir l'image que les médias français ont dressée de lui, qui est absolument injuste. Alors, que faire, hein? Je veux dire, toi et moi, il faut qu'on, et d'autres, il faut qu'on s'efforce de changer en France l'image qu'on a de l'Inde. C'est bien le Bharatanatyam, tout ça, c'est bien, mais ce qui est important, c'est de savoir que l'Inde est un pays géopolitique extrêmement important, parce que c'est le seul qui puisse faire barrage à la Chine, à la poussée hégémonique chinoise, également au fondamentalisme religieux qui vient d'Afghanistan, du Pakistan, d'Indonésie même, et qui en même temps, à l'heure où le monde est en train de réaliser que la Chine est un peu un partenaire non seulement glauque, mais extrêmement ambitieux et dur, l'Inde est l'alternative économique idéale pour l'Occident. Il faudrait que l'Occident, et les Français en particulier, investissent beaucoup plus économiquement en Inde. L'Inde est un pays qui aime l'Occident. Tous les Indiens comme toi et comme des millions d'autres qui sont exportés en Occident se sont bien intégrés. Ils payent leurs impôts, ils réussissent, leurs enfants réussissent dans les écoles et universités, ils ne tuent personne, ils ne font pas d'émeutes. Donc c'est un peuple qui s'intègre et qui aime l'Occident. En plus, l'Inde est un pays démocratique où il y a des lois juridiques qui protègent les entreprises. C'est vrai que ce n'est pas une dictature comme la Chine. Lorsqu'on veut tracer une autoroute en Inde, ça prend 6 7 ans, alors qu'en Chine, on exproprie 1 million de gens du jour au lendemain sans aucun problème. Donc, il est plus difficile de faire des affaires en Inde. En même temps, à longue échéance, si les Français avaient un petit peu de jugeote, ils verraient qu'à longue échéance, l'Inde est un pays qui économiquement est beaucoup plus sûr que la Chine. Alors, je voudrais qu'on fasse passer ce message aux Français. Regardez plutôt économiquement et géopolitiquement du côté de l'Inde. Bon, la culture, c'est bien, mais pour l'instant, on s'en fout. Les Chinois s'en foutent de la culture. Ce qui compte, c'est le muscle économique et militaire, alors que l'Inde est un pays qui n'a jamais envahi d'autres pays, qui reste un pays paisible, gandien et spirituel.
Voilà, pays du Spa. merci. Merci beaucoup François. Namasté. Et on reviendra vers toute cette discussion un peu plus profondément et pour partager avec chacun et chacun d'entre nous et surtout les pratiquants de yoga s'intéressent aujourd'hui à cette force de l'intérieur du yoga. Merci et merci à Namrita aussi. Au revoir et à bientôt. Merci. Merci François, à bientôt.